Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette seconde conférence des prix d'excellence de l'Université du Québec, une conférence qui va prendre une forme un peu particulière puisqu'elle va se dérouler en fait sous la forme d'une interview. Et cette interview d'une quarantaine de minutes sera suivie d'une période de questions que vous pourrez poser à notre invité en utilisant la fonction questions-réponses de la plateforme virtuelle que la chère pandémie de Covid nous oblige à utiliser. Je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste, j'ai notamment animé pendant de très nombreuses années le magazine d'actualité et de culture scientifique de la radio de Radio-Canada, Les Années-Lumière, et c'est pas étonnant donc que la rencontre d'aujourd'hui prenne la forme d'une interview. Et pour cette conférence interview, je reçois la lauréate 2020 des prix de la relève de l'Université du Québec, Noémie Carbonneau, du département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Carbonneau, bonjour. Bonjour, Monsieur Villedieu. Et je dis que vous êtes aussi titulaire de la chaire de recherche en psychologie sociale appliquée à l'alimentation. Notre rencontre a pour titre Autour de votre assiette. Et si on dit autour, c'est qu'on ne va pas seulement parler de ce qu'il y a dans notre assiette. Et c'est d'ailleurs l'objet de vos recherches. Alors, cette relation à l'alimentation, ça va être le plat de résistance de notre rencontre. Alors, j'ai le droit de filer la métaphore, mais avant le plat de résistance, bien sûr, il y a des entrées, et il y aura deux entrées même dans ce festin. La première entrée, c'est votre réaction au fait de recevoir ce prix de la relève de l'Université du Québec, Madame Carbonneau. J'y relève parce que vous avez eu, le règlement, c'est que vous avez eu votre doctorat il y a moins de 10 ans. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un petit velours, comme on dit, de recevoir un prix comme ça, non? Oui, c'est certainement une marque d'encouragement très appréciée. C'est certain qu'on fait pas de la recherche, on fait pas cette carrière-là pour recevoir des prix, des honneurs, mais quand ça se présente, ça fait toujours plaisir, On ne évidemment. dit pas non, hein, c'est ça. Et est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça vous donne un petit quelque chose de plus dans vos recherches, dans votre carrière de recherche? J'ai le goût de dire que ça m'encourage en tant que Oui. femme chercheuse. Je trouve toujours ça magnifique d'avoir des femmes chercheuses, des scientifiques briller. Donc, je me dis tant mieux si ça peut inspirer des femmes à continuer dans cette Et lignée-là. c'est vrai que c'est une grande question qu'on se pose, celle de la place des femmes en recherche. Et donc, on est très, très, très content de vous avoir aujourd'hui. Deuxième entrée, puisque nous faisons un festin, c'est votre cheminement professionnel, hein. Vous êtes psychologue, mais plus précisément psychologue spécialisé en psychologie sociale. Quelques mots pour commencer. La psychologie sociale, si on donnait une définition, ça serait quoi? Mais en fait, je suis pas psychologue, je suis chercheuse en psychologie, j'ai un doctorat en psychologie, mais je Oui, n'ai jamais vu de patient de ma vie. Donc, je ne suis pas une clinicienne, mais vraiment, j'ai d'accord. pris un profil scientifique. Donc, je suis chercheuse, mais non psychologue, même si j'ai un doctorat. Oui, oui. La psychologie sociale, oui, en fait, c'est l'étude de comment les autres, comment l'entourage, comment les gens influencent nos pensées, nos émotions, nos comportements. Fait que tant Mhm. les gens, nos proches, mais les représentations sociales, les normes sociales, comment ça vient influencer là, notre façon d'être. Oui. Mais je dirais que le social, normalement, c'est le domaine des sociologues. Comment est-ce que les sociologues voient l'arrivée des psychologues dans leur plate-bande? Mais je pense que c'est un peu à mi-chemin. La psychologie sociale, ça va chercher de la sociologie, puis ça va chercher de la psychologie. Donc, je pense qu'il y a de la place pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a des méthodes de travail particulières en psychologie sociale pour la recherche, pour la façon de faire les choses ou les questions, le genre de questions qu'on se pose? Oui, certainement. Puis j'ai le goût de vous dire, moi, je suis, oui, en psychologie sociale, mais j'ai une approche très psychologie positive aussi. Ça va vraiment teinter mes travaux. Donc, par exemple, au lieu de m'intéresser aux troubles du comportement alimentaire ou à l'insatisfaction corporelle, je m'intéresse aux saines habitudes alimentaires, à l'alimentation Ouais. intuitive, l'alimentation consciente. Fait que ça joue dans ma façon de faire de la recherche, c'est certain, d'aller regarder le beau côté de l'existence, finalement, les forces, l'épanouissement de l'être humain, là. Alors, vous avez employé deux expressions sur lesquelles on va revenir parce que je veux des explications. Psychologie positive et alimentation intuitive. On y reviendra un peu plus tard, mais on va continuer de parler de votre cheminement. Alors, vous avez fait votre doctorat en psychologie sociale, donc dans une autre constituante de l'Université du Québec, l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Alors, d'abord, pourquoi le choix de la psychologie sociale? Qu'est-ce qui vous amène à ça?
Oui, alors j'ai fait mes études de premier cycle, mon bac en psychologie à l'Université Laval et j'ai commencé à travailler dans des laboratoires de recherche, entre autres un laboratoire de psychologie du couple et un laboratoire en psychologie sociale. Alors là, j'ai vraiment eu la piqûre pour la recherche. Je pensais vouloir devenir psychologue hein, quand on Ben oui. s'inscrit en psychologie. On pense que c'est la voie là, naturelle, c'est la carrière naturelle. Mais en fait, voilà, je suis tombée en amour avec la recherche en travaillant dans des laboratoires. Et c'est devenu clair pour moi là, que je voulais être professeur, chercheur en psychologie sociale. C'était mon objectif là, pendant le bac. Tout de suite, ça a Alors, été clair, oui, oui. Mhm. absolument. Puis, il y a un de nos experts là, canadiens en psychologie sociale qui est à l'UQAM, c'est Robert Vallerand. Alors, quand j'ai vu qu'il a fait une annonce, un appel, parce qu'il y avait des places pour superviser des étudiants au doctorat, j'ai pas hésité une seconde. Là, je l'ai contacté et voilà, j'ai migré de Québec à Montréal là, pour aller faire mes études doctorales avec lui. Avant de vous retrouver entre les deux à Trois-Rivières, bien sûr. Exactement. Mais Je reste proche du fleuve. Là. c'est ça, oui. Donc, Robert Vallerand, c'est votre directeur de thèse. Qu'est-ce qui vous a apporté de plus précieux, de plus important pour vous? Attention, il est peut-être en ligne, alors dites seulement du bien de lui. Hein. Je n'ai que de bien, que du Oui, bien à dire. oui. Ce qui m'a apporté, j'ai le goût de dire la passion, hein, la passion pour Mhm. la recherche. C'était un laboratoire où tant les collègues que le directeur étaient là, extrêmement motivés à faire de la recherche. C'est un climat là, vraiment très agréable. Fait que j'ai grandi comme chercheuse là, de manière incroyable là, pendant ces années-là. Là, c'était un laboratoire extrêmement stimulant. Et bon, c'est pas pour rien que j'emploie le mot passion, hein, c'est parce que j'ai travaillé sur la passion pendant que j'étais Oui. dans ce laboratoire-là. Et Alors, justement, je vais vous parler de votre sujet de thèse, la passion amoureuse. Alors là, vous êtes dans la plate-bande des poètes, des romanciers, des artistes de l'écran. Vous êtes encore dans les plates-bandes qui ne sont pas celles de la psychologie, normalement. mais c'est ça qui est beau hein, en recherche, c'est ça qui est beau la science, c'est d'établir des ponts, de créer des liens hein, en différentes disciplines ou champs de recherche. Donc, c'est là la nouveauté, c'est là qu'on peut faire émerger quelque chose d'innovant, donc à la frontière là, des disciplines ou des approches. Donc oui, le professeur Vallerand a développé un modèle théorique pour étudier la passion. À la base, ça a été développé pour mieux comprendre la passion pour les activités, la passion pour le sport, la passion pour son travail, la passion pour la musique. Et bon, moi, comme j'arrivais d'un laboratoire sur le couple, j'étais très intéressée par la question là, de la dynamique conjugale. Alors, on a travaillé ensemble à voir dans quelle manière ce modèle dualiste de la passion, parce que ce modèle propose que la passion peut prendre deux formes distinctes, donc de voir si ce modèle s'applique à l'étude des relations de couple et de voir bon, les conséquences associées aux deux types de passion. Donc, ça veut dire il y a des questions scientifiques à poser sur la passion amoureuse. Certainement, c'est un objet d'étude scientifique. C'est sûr que ça enlève peut-être une petite part du mystère, mais certainement qu'on comprendra jamais trop ce profond sentiment Oui. humain. Alors justement, c'est intéressant quand on parle de psychologie sociale. Qu'est-ce que la psychologue sociale se pose comme question quand elle essaie d'étudier la passion amoureuse? Alors, ben, dans mon cas, je m'intéressais aux conflits conjugaux. J'avais lu que la majorité des conflits dans le couple sont insolubles. La majorité, il y en a pas là il y en a pas de solution possible. Là. Si pour vous c'est important d'aller souper chez la belle-mère une fois par semaine, puis que pour votre conjointe ce l'est pas, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. Il va falloir vivre avec le fait qu'on s'entend pas là-dessus. Mhm. Donc oui, j'étais intéressée à mieux comprendre la façon dont les conjoints font face aux conflits qui se produisent dans le couple. Donc, c'est une des questions qu'on a examinées là, en lien avec les deux types de passions amoureuses, puis aussi la question de à quel point les gens changent quand ils sont en relation. Des fois, on va dire « Ah, il n'est plus le même depuis qu'il est en couple avec cette personne-là » ou il a délaissé ses loisirs, délaissé sa famille, ses amis. Donc, j'ai examiné cette question-là, là, encore une fois, en lien avec la passion. Et vous avez trouvé des réponses? Oui, oui, certainement. Plus de questions, plus Oui, de oui. questions que de réponses. Mais certainement, là, selon la forme que la passion prend, selon que c'est une passion plus harmonieuse ou obsessive, alors les conséquences là, pour l'individu sont différentes. Fait que, pour certaines personnes, la passion, que ce soit pour leur partenaire amoureux ou pour leur activité,
comme leur travail, leur loisir. Pour certains, la passion prend toute la place dans leur vie, là. C'est envahissant, hein? Oui. Exactement. Oui, il y a plus de place pour rien d'autre, là. Tout le temps, toute l'énergie de la personne est dédiée à ça. Alors que pour d'autres personnes, on parle d'une passion harmonieuse. Alors là, la passion, il y a la même flamme là, à la base, mais il y a de la place pour que l'activité ou la personne passionnante coexiste avec les autres domaines de vie. Donc, on arrive à maintenir des relations sociales à l'extérieur de la relation de couple. On arrive à continuer à faire des activités qu'on aime, que ce soit avec ou sans le conjoint. Là, on a une vie au dehors de la relation, là. Et vous, comme vous dites, les psychologues sociaux ne font pas d'intervention auprès de patients, auprès de personnes, donc vous n'avez pas réglé des problèmes de couple dans votre doctorat. Dans mon cas personnel, non, mais je vois ça comme un peu comme un train. Là, chacun travaille sur sa locomotive. Moi, Oui, je génère de la connaissance. Moi, j'écris des articles. J'essaie de communiquer les résultats de mes travaux et j'espère que des intervenants, des psychologues... Ils vont puiser des données, c'est ça. Pour aider des gens, oui. Ça, c'est votre doctorat, donc votre doctorat en 2013. Et après votre doctorat, vous faites un postdoc à l'Université McGill. Et c'est là que vous découvrez une autre passion, l'alimentation. Alors, pourquoi l'alimentation? Tantôt, je disais pourquoi la passion amoureuse, pourquoi l'alimentation? Pour différentes raisons. En fait, à la base, mon projet postdoctoral, c'était d'examiner les buts vicariants, donc les buts pour autrui. Vous savez, on poursuit tous des buts personnels, hein, ça donne de l'énergie, de la motivation à notre vie. On peut se fixer des buts comme je voudrais apprendre à jouer d'un instrument de musique, je voudrais apprendre une nouvelle langue, je voudrais voyager davantage. Mais ce que j'étais intéressée là, à explorer davantage, c'était les buts qu'on peut poursuivre, qu'on peut avoir pour des personnes qui nous entourent. Donc, les gens ont des buts pour leurs partenaires amoureux, les gens ont des buts pour leurs enfants. Alors, c'est vraiment la question qui a alimenté là, mes travaux postdoctoraux. Et en interrogeant les gens, donc en faisant des sondages, à savoir quelle forme prenaient les buts qu'ils entretenaient pour leurs proches, on s'est rendu compte que les buts reliés à l'alimentation étaient extrêmement présents. Alors, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah oui, mais moi, j'ai le but que mon partenaire mange mieux, que mon conjoint devienne végétarien comme moi ou que mes enfants mangent plus de légumes. » Pour moi, ça a été là, une illumination. Là, le comportement alimentaire, la motivation, l'influence de l'entourage. Wow, là, ça a été... Et donc, il y a une continuité entre l'objet de recherche passion amoureuse et l'objet de recherche rapport à l'alimentation? Pas passion amoureuse en tant que telle, mais le couple. Comment notre couple, notre relation conjugale peut influencer notre relation avec la nourriture. Absolument, ça fait tout à fait partie des thèmes qui m'intéressent aujourd'hui. J'extrapole de plus en plus à la relation familiale, à la relation par-enfant. Mais oui, l'intérêt pour le couple est encore là. Donc, ça, c'est le fil conducteur de mon parcours, même si, effectivement, les travaux sur le comportement alimentaire, l'alimentation, n'ont pas du tout fait partie de mon cheminement là, doctoral, sont apparus là. C'est ça, c'est apparu comme un nouveau sujet de recherche. Alors, on va terminer avec votre parcours, avec cette idée de parcours. Vous êtes entré donc la même année 2013 à l'Université du Québec à Trois-Rivières et vous allez me dire que c'est la meilleure université de tout l'ensemble du réseau de l'Université du Québec. Faites attention, le recteur, Christian Blanchette, peut-être vous écoute. Dites du bien de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, Trois-Rivières, pourquoi? Bon, pour différentes raisons, le département de psychologie est magnifique. Il y a une collégialité incroyable là, au sein de ce département-là. La recherche est très encouragée au sein de notre université. On nous donne des moyens pour se réaliser comme chercheur. On nous fournit des ressources, on nous fournit des dégagements d'enseignement. À un moment donné, si on veut avoir du temps pour faire de la recherche, on ne peut pas avoir une tâche pleine d'enseignement. Donc, oui, je trouve que c'est une université qui met certainement d'excellentes conditions pour favoriser le travail de ses chercheurs. Fait que, oui, je suis très heureuse de l'UQTR. Qui vous est très, très chère. Vous avez trouvé un peu votre mon âme sœur. Oui, c'est ça. Alors, je rappelle, cher public qui nous suivait en ligne,
que vous assistez à la conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec, pour laquelle je reçois Noémie Carbonneau, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et prix de la relève de l'Université du Québec. Je rappelle que vous pouvez lui poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses au bas de votre écran Zoom, et notre lauréate se fera un plaisir d'y répondre immédiatement après cette interview. Alors Noémie Carbonneau, je reviens à vous. On en arrive au plat de résistance, hein, puisque c'est un peu le thème de l'entretien. Votre sujet de recherche, votre passion, donc c'est ça le plat de résistance, et donc c'est notre relation à l'alimentation qui vous intéresse. On va tout de suite quand même cadrer ou recadrer notre entretien. Le ou la psychologue sociale ne traite pas de patients. Donc, vous l'avez dit, vos recherches ne portent pas, par exemple, sur les troubles alimentaires. Par la bande, là, on se retrouve à avoir des mesures souvent de troubles du comportement alimentaire dans nos questionnaires, mais effectivement que c'est pas la question première que je cible. Or, on sait que, puis il y a des experts, je veux dire, il y a des chercheurs là, merveilleux qui font de la très, très bonne recherche sur les troubles du comportement alimentaire. Même si la majorité de la population ne souffre pas de troubles du comportement alimentaire, les préoccupations par rapport à la nourriture, par rapport au corps, sont immenses. Oui. Il y a tellement de gens au quotidien qui souffrent que vous allez... ils ne rempliraient pas les critères là, pour un trouble alimentaire, mais se questionnent à tous les jours, se sentent coupables, ressentent de la honte, se posent des questions, sont pas bien dans leur peau, sont insatisfaits de leur corps. Donc, moi, c'est eux qui m'intéressent, c'est le reste de la population. Oui. Comment on peut faire pour que les gens aillent mieux? Hey, on mange au moins 3 fois par jour. Fait que si c'est associé à de la détresse psychologique, à du stress, à de l'anxiété, à des émotions négatives, je veux dire, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, vous vous intéressez pas non plus au régime pour maigrir, comme on dit, mais pourtant, l'omniprésence de l'importance qu'on accorde à ces régimes dans notre société, il y a quelque chose de social là-dedans, de sociétal même, non? Absolument. On parle d'une culture du régime, culture de la diète. Vous regardez dans la publicité, les réseaux sociaux, même la façon dont les émissions de télé, les films dépeignent les personnes grosses ou les personnes minces. C'est certain qu'il y a énormément de grossophobie dans la société dans laquelle on est. Et oui, les régimes ont encore la cote et ils prennent toutes sortes de noms, hein, toutes sortes de modes alimentaires très restrictifs. Ils disent non, on n'est pas un régime, on est un style alimentaire, un mode de vie, mais souvent, c'est les mêmes règles derrière ça. Il y a des aliments interdits. Sentez-vous coupable si vous mangez ça ou pas ça. Il y a quelque chose de très, très rigide dans tout ça. Là. Donc, ça rappelle là, directement là, les régimes, c'est certain. Alors, on l'a dit un petit peu au début de l'entrevue, hein, on ne va pas seulement s'intéresser à ce qu'il y a dans nos assiettes, mais ce qu'il y a autour d'elles. Est-ce que c'est une bonne façon de présenter votre approche, regarder ce qu'il y a autour des assiettes? Oui, absolument. Je me fais une mission de dire que d'avoir des saines habitudes alimentaires, oui, c'est la qualité de l'alimentation. Oui, c'est de manger des fruits, puis des légumes, puis des grains entiers et tout ça. Mais c'est beaucoup la relation psychologique qu'on entretient avec la nourriture. C'est toutes ces pensées-là dont je parlais tantôt. Est-ce que ça crée de l'anxiété? Est-ce que je me sens constamment coupable? Et je trouve que ça se manifeste énormément dans les pratiques parentales en lien avec l'alimentation. Donc, est-ce que le but, c'est strictement de faire manger le brocoli à mon enfant ce soir à ce repas-là, ou c'est de lui inculquer de façon générale une relation positive avec les aliments, de sorte qu'il devienne un adolescent, un adulte qui va faire des choix en ce sens-là, qui va choisir d'acheter des légumes à l'épicerie. Donc, oui, tout à fait. Fait que là, les saines habitudes alimentaires, c'est oui, la qualité de l'alimentation, mais la qualité de la relation qu'on entretient avec la nourriture. C'est ça. Donc, que nos enfants deviennent des brocoliphiles. Alors, donc la grande question, au fond, c'est vraiment le grand chapeau de vos recherches, c'est comment se forment ou se déforment nos choix alimentaires. C'est ça le grand thème, le thème général de vos travaux. Moi, je dirais comment nos relations avec les autres façonnent notre relation avec la nourriture, notre relation avec le corps, parce que c'est indissociable, là, le comportement alimentaire, l'image corporelle, là, ça va de pair, donc j'inclus toujours l'image corporelle là-dedans. Mais oui, fait que absolument.
Alors, on pourrait peut-être donner quelques exemples bien pratiques quand vous faites ces travaux-là. Bon, des questions, on les pose de façon plus précise, on se pose des questions précises. On pourrait donner quelques exemples un peu de ce que vous faites, vous, sous ce grand chapeau-là. Comment nos choix alimentaires sont-ils influencés? Oui, certainement. Mes travaux dans le domaine du couple, là, entre autres, on s'est intéressé à comment les buts que les gens poursuivent personnellement dans le domaine de l'alimentation vont venir teinter leur façon d'agir avec leur partenaire amoureux. Donc, par rapport à la nourriture. Donc, entre autres, dans une de nos études, on a recruté là, 200 couples hétérosexuels. On comprend qu'il y a d'autres configurations là, de relations qui existent dans cette étude-là. Par contre, on avait seulement des couples formés d'un homme et d'une femme. Et on est allé sonder les femmes à savoir, bon, faites attention à la nourriture, faites attention à ce que vous mangez, pourquoi? Puis on a distingué deux grandes catégories, donc celles qui font attention à ce qu'elles mangent pour des raisons de santé et celles qui font attention à ce qu'elles mangent pour des raisons d'apparence. Et on voulait voir si c'est cette motivation-là, ce qui motive l'envie de faire attention à ce qu'on mange, allait teinter leur façon d'agir avec leur partenaire. Et ce qu'on trouve, c'est que les femmes qui sont orientées vers la santé ont tendance à avoir ces buts-là pour leur partenaire aussi. Ah, j'aimerais ça que mon conjoint mange bien, vraiment pour des raisons de santé, de vitalité, je veux qu'on soit bien, bien-être, longévité, tout ça. Et quand on allait sonder le conjoint, il rapportait se sentir soutenu. Il rapportait que sa conjointe était empathique, était bienveillante envers lui. Or, quand on est allé voir de l'autre côté de la médaille, dans le fond, les femmes qui poursuivent des buts d'alimentation basés sur l'apparence, pour la minceur, pour maintenir une certaine apparence, Une image corporelle. image. Mm-hmm. Bien là, quand on va sonder le partenaire, lui se sent contrôlé. Il sent qu'il y a beaucoup de pression dans sa relation de couple. Il sent que sa femme, elle essaie de lui imposer des choix alimentaires. Donc, il y a quelque chose de vraiment plus contrôlant, Mais contraignant. c'est surprenant ce que vous me dites, parce qu'on pourrait penser que les femmes qui font des choix alimentaires en fonction de leur apparence, de leur image corporelle, c'est parce que leur conjoint leur impose des comportements, leur impose une image. Donc là, vous dites au contraire, c'est elles qui sont les contrôlantes et non pas les conjoints qui sont les contrôlants? En fait, on est allé voir seulement la moitié de l'histoire. Vous avez tout à fait raison. C'est une dynamique, ça fonctionne des deux côtés. Les recherches sur lesquelles on s'est basé avaient démontré que c'était davantage les femmes qui tentaient d'imposer leur style alimentaire à leurs conjoints que l'inverse. Ça coexiste avec effectivement d'autres travaux qui montrent qu'il y a des femmes qui ressentent énormément de pression d'être minces ou de maintenir une certaine image corporelle dans leur couple. Fait qu'absolument, c'est un phénomène qui existe, mais précisément dans cette recherche-là, on regardait de quelle façon les buts des femmes vont aller teinter les buts qu'elles entretiennent pour leur conjoint et leur style là, interpersonnel. Alors, donc, ça, c'est un bel exemple. Est-ce qu'il y a d'autres types d'exemples aussi précis que ça, que vous avez de choses que vous avez faites? Parce que c'est super intéressant de découvrir ça, oui. Bien, une des questions qui m'interpelle beaucoup, c'est de savoir quand on est adulte, qui est la plus forte influence sur notre comportement alimentaire? Est-ce que ce sont nos parents, même si on n'habite plus avec eux depuis 10, 20, 30, 40 ans, ou est-ce que c'est plutôt le conjoint avec qui on partage des activités reliées à l'alimentation au quotidien? Oui, j'ai commencé quelques travaux là, dans cette lignée-là qui montrent finalement que c'est un peu des deux. Hein. Fait que nos parents, on les traîne sur notre épaule toute notre vie. Fait que c'est certain que si on a grandi dans un milieu avec une mère au régime ou un père qui nous disait « finis toute ton assiette parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique », donc de la pression ou des règles alimentaires contraignantes un peu. Contraignantes, voilà. Donc c'est sûr que ça, on va traîner ça avec nous toute notre vie. Puis ça, c'était quand même assez novateur, les travaux de notre équipe, parce que la ressemblance entre les attitudes, les comportements des parents et des enfants a beaucoup été documentée quand les enfants sont jeunes, quand ils sont enfants, quand ils sont adolescents, alors qu'ils habitent encore avec leurs parents. Nous, on est allés recruter des dyades. Dans cette étude-là en particulier, c'était des dyades mère-fille. Hein. On sait que c'est particulièrement dans ce duo-là
que se jouent là, entre de nombreux enjeux en lien avec l'alimentation et l'image corporelle. Il y a quatre dyades possibles, hein, père-fils, père-fille, mère-fils, mère-fille. Il y a de l'influence distincte dans chacune d'elles, mais bon, dans cette étude, on a ciblé particulièrement la dyade mère-fille. Donc voilà, je m'égare. Oui, c'est Pour ça. savoir qui influence qui et comment, vous dites, on traîne nos parents sur notre épaule toute notre vie. Donc, une femme traîne sa mère sur ses épaules toute sa vie, c'est ça? Oui, exact. C'est une des conclusions là, de notre étude, c'était qu'on retrouvait encore beaucoup de ressemblances entre les comportements et les attitudes des mères et de leurs filles en lien avec l'alimentation et l'image corporelle, alors qu'elles n'habitaient plus ensemble depuis 15, 20, 25 ans. Donc, c'est ancré, c'est intériorisé, internalisé. Les valeurs, les comportements, les attitudes de nos parents, on les porte en nous. Mais dans une certaine mesure, j'ai le goût de dire, c'est des corrélations modérées qu'on a obtenues. Donc, on voit qu'il y a encore une certaine influence des parents, mais il y a peut-être un affranchissement là, qui se joue aussi. Et c'est là où c'est peut-être expliqué par le conjoint avec qui on habite. Si vous avez vécu dans une famille extrêmement restrictive par rapport à l'alimentation, mais que là, vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui a une approche très bienveillante, très positive de l'alimentation, bien, ça peut être extrêmement réparateur aussi. Là. Alors, ça, c'est l'influence dans les couples, à l'intérieur des couples, et aussi l'influence, l'environnement social en général, parce qu'il n'y a pas que le couple qui s'influence. Est-ce que la société, notamment la publicité, hein, qui est quand même extraordinairement importante, puis toute l'image de l'alimentation à travers les œuvres d'art, à travers le cinéma, le théâtre, etc., est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important à étudier et qui vous intéresse? C'est moins directement dans mes intérêts, mais certainement qu'on peut pas passer à côté de ça. Les réseaux sociaux, les médias sociaux, les gens vont suivre des comptes Instagram, comptes Facebook mettant en vedette des personnes qui font la promotion de différents styles alimentaires. Donc, c'est certain que la consommation de médias sociaux en lien avec des styles, des modes alimentaires, des façons de promouvoir le corps, ça teinte énormément la relation que les gens entretiennent là, avec leur corps et avec la nourriture. Oui, bien sûr. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous intéressez à l'alimentation intuitive. Ça, je veux essayer de comprendre. Je suis sûr que nos auditeurs, spectateurs veulent comprendre. C'est quoi l'alimentation intuitive? Une petite définition pour commencer. Alors oui, c'est une approche bienveillante de l'alimentation du corps qui se pose vraiment en opposition à la culture de la diète, la culture des régimes. C'est une idée, c'est une façon de dire, on peut revenir à quelque chose de plus simple par rapport à l'alimentation, enlever toute cette histoire-là de culpabilité, puis de peur de prendre du poids, puis compter ses calories, puis calculer ses calories, compter ses portions, tout ça. Donc, c'est une approche positive de l'alimentation qui nous inspire à nous rebrancher sur notre corps. Hein. C'est basé sur l'idée de la sagesse du corps. L'idée à la base, c'est quand on est un jeune enfant, quand on est un bébé, on mange quand on a faim, puis quand on n'a plus faim, ben, on arrête de manger ou on pitch, on jette notre assiette à terre carrément hein, quand on n'a plus faim. Alors, à la base, c'est ça. Puis les animaux, c'est ça, ils mangent quand ils ont faim, ils arrêtent de manger quand ils n'ont plus faim. Or, en vieillissant, il y a toutes sortes de règles alimentaires et de règles sociales qui font en sorte qu'on devient plus ou moins à l'écoute à un moment donné de ces signaux-là de notre corps. Et c'est putain notre faim, notre satiété qui régule le comportement alimentaire, la prise alimentaire, mais toutes sortes de règles du genre il est midi, il faut que je mange, ou il y a un gâteau, mais j'ai déjà mangé il y a une demi-heure, donc là, il ne faudrait pas que je le mange, mais j'étais à un anniversaire. Fait que là, toutes sortes de batailles dans notre tête en différentes sources d'influence. Donc oui, l'alimentation intuitive. Donc oui, on a commencé des travaux pour mieux comprendre c'est qui les mangeurs intuitifs. C'est qui ces gens-là qui arrivent à être pleinement connectés sur leurs signaux de faim et de satiété, qui ont mis complètement de côté l'idée qu'il y a des aliments qui sont bons puis qu'il y a des aliments qui sont mauvais.
tous les aliments ont leur place dans une certaine proportion dans l'alimentation. C'est une question d'équilibre, une question de modération là-dedans. Est-ce qu'on ne pourrait pas se brancher, faire confiance un peu plus à notre corps et surtout savourer les aliments, prendre notre temps, fermer la télé quand on mange, fermer le téléphone, juste se reconnecter sur l'acte de manger, se rebrancher sur une question de respect, hein, d'honorer son corps et les besoins de son corps. Et ben c'est une approche qui gagne en popularité tant chez les chercheurs que chez les intervenants pour tenter de contrer cette idée-là là, de régime et de restriction. Mais cependant, je ne sais pas si on dit on va suivre nos appels de faim, nos signaux de faim, si moi j'ai faim à midi, que ma blonde a faim à 3 heures, puis que mon gamin a faim à 2 heures, on fait quoi pour avoir un repas de famille? Parce que le repas de famille, c'est aussi très important. Absolument, c'est central, c'est Oui. incroyablement important pour les enfants puis pour l'harmonie de la famille. C'est une question de flexibilité. Là. Fait que là, c'est certain là, que là, si vous savez qu'à 5h30, ou 7h chez vous, c'est le souper, ben là, il y a moyen d'ajuster la collation en conséquence, manger plus ou moins pour essayer d'avoir une faim optimale au moment là, du repas. Mais c'est ça. Le mot-clé, c'est flexibilité. C'est comment prendre en considération les besoins de tout le monde, mais essayer d'avoir un niveau de faim optimal qui va me permettre de vraiment profiter de ce repas-là. Et quand on parle, la fameuse expression avoir de saines habitudes alimentaires, ça c'est vraiment un peu le mot qui revient souvent, l'expression qui revient souvent. Comment est-ce qu'une alimentation intuitive peut nous aider individuellement et en famille à avoir de saines habitudes alimentaires? Ben, premièrement, oui, ça fait peur, l'alimentation intuitive. Pour quelqu'un qui a été restreint ou qui a été au régime pendant des années, là, l'idée de dire « Hey, il n'y en a pas des bons puis des mauvais aliments », ça peut être très anxiogène, ça peut créer beaucoup de stress. Oui, mais si je peux manger n'importe quoi, on s'entend, je vais manger de la poutine 3 fois par jour, là, ça va être que ça. C'est pas ça. Oui, puis non. Rappelez-vous comment ça se passe au retour des fêtes. Là. Quand ça fait 2 semaines que vous mangez de la tourtière, puis de la bûche, puis du pâté à viande, des patates à tous les jours, votre corps vous demande des légumes, votre corps vous demande de la salade puis de la soupe. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est que oui, peut-être là, au début, là, si vous êtes quelqu'un qui a été restreint pendant des années, puis là, vous permettez de manger ce que votre corps vous demande, ça se peut que vous mangiez pas mal de poutine le premier mois, ça serait correct. Mais en se rebranchant sur les signaux de notre corps, on va se rendre compte bien assez vite que si je m'assois, puis je ferme la télé, puis je la déguste, je la savoure, ma poutine, là, elle va être très satisfaisante, puis ça se peut que j'aille pas tant le goût d'en remanger une autre, puis une autre, puis une autre. C'est plutôt le fait de manger en cachette. « Oh, je devrais pas manger de chips, mais ça me tente vraiment. » Je vais en manger un petit peu. Mais je vais en manger un petit peu, puis là, finalement, c'est trop bon. Ah, puis tu sais, tant qu'à avoir commencé le sac, je vais le manger au complet. Puis là, je me sens coupable, puis là, j'ai honte. Ça, la honte, la culpabilité, c'est la meilleure façon de replonger dans le sac de chips demain matin. Oui. Il y a vraiment un cycle de la restriction qui existe. Si je me retiens trop, ou au contraire, si je le fais, je plonge dans le comportement, mais je me sens extrêmement coupable, il y a beaucoup plus de chances que je replonge là-dedans puis que ça devienne ma façon de réguler mes émotions là, de façon régulière. C'est quelque chose qu'on décrit souvent sur les surmangeurs hein, qui tout à coup se prient, puis tout à coup, comme vous dites... c'est désinhibe. Oui, reprennent beaucoup. Une autre expression que vous avez employée tout à l'heure, c'est psychologie positive. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, que la psychologie? D'abord, est-ce qu'il y a une psychologie négative? C'est quoi la psychologie positive? Alors, oui, c'est une approche, la psychologie, qui essaie de ramener un certain équilibre hein, dans notre discipline. Les psychologues, les chercheurs en psychologie, on est un peu reconnus comme étant des chercheurs de bibittes. C'est normal. Je ne voulais pas utiliser l'expression, non. Mais c'est normal parce que pendant des années, on a travaillé à documenter l'anxiété, les phobies, la dépression, les traumas, tout ça. Et c'était important de le faire, et c'est encore important de le faire. C'est une question de priorité puis de compassion, d'aller vers ceux qui vont pas bien puis d'essayer de les prendre, de les amener de -10 à 0, d'éliminer la souffrance.
Mais à un moment donné, il y en a qui se sont dit, oui, mais et si on travaillait aussi à amener les gens de 0 à +10? C'est tout ce pan-là de l'existence. Puis peut-être même que de comprendre les gens qui vont bien, les gens qui sont heureux, peut-être que d'aller apprendre d'eux en voyant quel type d'outils ou stratégies ils utilisent au quotidien. Peut-être même qu'on va être mieux habilité à aider ceux qui vont pas bien finalement. Donc, ça fait une vingtaine d'années là, que vraiment les approches de la psychologie positive là, gagnent là, énormément de terrain. Donc, vont s'intéresser à des thématiques comme le bonheur, le bien-être, les forces de l'être humain, la passion. Alors, tout ça pour tenter de dire, si on veut avoir une compréhension plus complète de ce qui est de la nature humaine, de c'est quoi être un être humain, il faut à la fois regarder le côté sombre et le côté là, plus clair. Alors, si on applique ça, la psychologie positive appliquée à ce que vous faites, vous, sur l'alimentation, nos relations à l'alimentation, etc., ça oriente comment ou ça teinte comment vos questions de recherche ou vos intérêts de recherche? Alors, certainement que l'alimentation intuitive, ça s'inscrit là-dedans. C'est un Oui. mouvement de tenter de retrouver une relation saine avec la nourriture et tout ça. Une autre facette où ça se traduit dans mes travaux, c'est dans la relation parent-enfant. Oui. Je trouve ça très délicat de travailler sur les pratiques parentales liées à l'alimentation, donc toute la façon dont les parents interagissent avec leurs enfants pour tenter de les convaincre de manger tel ou tel Leur aliment. brocoli. Exactement. Ouais. Je trouve ça délicat de tirer comme conclusion de recherche, alors les parents devraient faire plus ça, devraient faire plus attention, devraient arrêter de faire ça. Je trouve que ça ajoute une couche incroyable de stress et de culpabilité sur des parents qui en ont déjà vraiment, vraiment beaucoup sur les épaules. Donc, j'essaie de plus en plus d'orienter mes travaux, d'essayer d'étudier les stratégies que les parents peuvent mettre en place pour promouvoir une saine image corporelle chez leurs enfants, pour promouvoir une saine relation avec les aliments chez leurs enfants. Donc, j'ai le goût que les conclusions de mes recherches soient donc plus positives, bienveillantes envers les parents pour dire, au lieu de vous dire ce que vous ne devriez pas faire, voici des pistes de choses que vous pourriez faire pour encourager. Que certains parents font et avec succès, par exemple. Tout à fait. Est-ce que vous en avez justement de ces réponses-là? Qu'est-ce qu'on devrait faire comme parents? Non, je n'ai pas le droit de dire devrait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour qu'est-ce qu'on peut choisir de faire? Oui, qu'est-ce qu'on peut choisir de faire? Avez-vous un petit peu de résultats de recherche là-dessus? Oui, certainement, un petit peu. Alors, on veut savoir. Je vais vous dire dans le modeling, hein, c'est comme l'exemple, de donner l'exemple, c'est sûr, en achetant des fruits et des légumes, en les mangeant, en disant à quel point c'est bon, la texture de la carotte, c'est tellement croquant. En étant un modèle de saine alimentation, c'est sûr que les enfants sont des éponges et adoptent ça. De la même manière, tous les messages qu'on dit au sujet de notre corps. Il y a des parents qui vont dire « Oui, mais je n'ai jamais dit à mon enfant qu'il avait un surpoids ou que c'était mal de manger ci ou que j'acceptais pas son corps ou quoi que ce soit. » Mais ils vont parler très négativement de leur propre corps. Ou vont envoyer des messages sur le corps des autres. « Ah, ta tante, elle a-tu assez pris du poids hein, dans le temps des fêtes? » Ou « Ah, telle actrice à la télé, là, était plus belle avant. » là. Fait que même si ça cible pas l'enfant, ça crée un environnement où l'enfant apprend que, dans la vie, l'apparence, les petits messages, ils arrivent pareil, oui, c'est ça. Fait que si on est capable d'avoir un discours beaucoup plus doux envers notre propre corps en disant « Hey, je suis assez contente, mon corps a plein d'énergie, j'ai été capable d'aller courir aujourd'hui, j'ai joué au badminton avec mes amis, regarde toutes les possibilités que mon corps m'offre. » Quand je mange du brocoli, ça va vraiment mieux, puis je cours mieux. Ça me donne des forces. Alors là, ça crée une vision beaucoup plus dynamique du corps plutôt qu'une vision statique où je mets l'accent sur l'apparence. Puis c'est comme si ça envoie l'idée que mon corps est là seulement pour être admiré, seulement pour le regard des autres. Non, mon corps est en action. Mon corps me permet de courir, de sauter, de bouger, de faire toutes les activités que j'ai envie de faire. Fait que ça peut être une des avenues là. D'être un modèle positif tant en termes d'image corporelle positive qu'en termes
de comportement alimentaire. Et comme chercheur, comme chercheuse, comment vous faites pour justement étudier ça? Vous regardez les couples, vous regardez des parents, vous allez regarder ce qu'ils font avec leurs enfants. Comment on fait pour trouver quelque chose en recherche? Parce que c'est l'objectif de la recherche, c'est de trouver quelque chose de solide. Comment on fait? Comment vous faites? Moi, je fais de la recherche quantitative, mais je me Oui. base énormément sur des recherches qualitatives qui ont été faites dans ce domaine-là. Fait que les premiers travaux, puis il y en a pas des centaines là, encore sur les stratégies parentales pour promouvoir une saine relation avec le corps et la nourriture, il n'y en a pas des centaines, mais les travaux Ah non, qualitatifs sont très informateurs parce que là, on va voir des gens, ces chercheurs-là ont fait des appels. Là, on a besoin de gens qui considèrent qu'ils ont une bonne image corporelle ou qui ont une bonne relation avec la nourriture, venez nous voir, venez vous asseoir, puis on va jaser. Et là, à travers toutes sortes d'entrevues, 50, 100, 200 participants, mais là, à un moment donné, il y a des thèmes qui commencent à émerger. Il y en a beaucoup qui nomment l'acceptation du corps. Moi, là, quand j'étais petit, là, je sentais que mes parents, là, ils n'avaient pas le goût de changer mon corps. Je sentais là, qu'il y avait une acceptation inconditionnelle de mon apparence. Ah, OK. Puis c'est rendu un adulte qui a une bonne image corporelle. OK, ça nous donne des indicateurs. Ah, mhm, on retrouve que ces personnes-là remarquent, mes parents m'encourageaient, me valorisaient dans un paquet de sphères de ma vie et vraiment pas seulement autour du poids ou de l'apparence. Fait que mes parents me disaient que j'étais bon à l'école, que j'étais courageux, que j'étais bon à la musique, que j'étais gentil, que j'étais généreux. Donc, c'est des gens qui ont bâti un concept de soi varié qui ne tourne pas seulement autour de la réussite, là, de l'apparence, puis je dis mhm, réussite parce que socialement, on a le goût de dire ah oui, lui, ah oui, il a l'apparence souhaitée dans notre société, euh, telle couleur mhm, de mhm. cheveux, minceur, etc. Ouais. Donc, en tirant des conclusions, en allant sonder des personnes qui rapportent avoir une bonne image corporelle, une bonne relation avec la nourriture, on dégage des comportements qui semblent donc protecteurs chez les parents. Puis moi, qui ai une façon de travailler plus quantitative, bien, je vais bâtir des questionnaires à partir de ça. Donc, je construis des échelles de mesure en me servant de ça. Bon, alors, je vais sonder les gens et je vais leur demander, bon, quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, est-ce que vos parents laissaient entendre qu'ils acceptaient votre corps? Est-ce que vos parents étaient des modèles positifs? Est-ce que vos parents passaient des commentaires sur des corps jugés moins beaux et tout ça? C'est comme ça là, qu'on Mhm. peut aller étudier Alors, ça. il y a quelque chose qui vient de m'étonner dans ce que vous avez dit il y a quelques secondes, quelques minutes. Bon, on est dans un domaine extrêmement central, la relation parent-enfant, nourriture, etc. Et vous avez dit, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Ça m'étonne. Il me semble que c'est un sujet, je dirais, de recherche qui devrait s'imposer. Vous êtes vraiment dans un domaine où on explore, où on défriche Je me, je me suis, les choses, oui? Je me suis peut-être mal exprimée. Il y a beaucoup de recherches sur comment les parents peuvent nuire à leurs enfants, comment Oui, leur comportement, leurs valeurs, leurs croyances, leurs les mauvais pratiques. parents. C'est ça. Ce qu'il ne faudrait pas faire. Ça, il y en a Oui, beaucoup de recherches là-dessus. Mais il y a encore peu de travaux sur, OK, bien maintenant, c'est quoi les stratégies positives? Si oui, on c'est prend la ça. question à l'inverse, Oui, parce que ne pas faire A ne veut pas dire faire B. oui. Alors, c'est important d'étudier à la fois ce qu'il faut essayer de s'abstenir de faire, mais à la fois les types de stratégies qu'on pourrait développer. Là, Donc, quand même, on peut dire que vous êtes, votre approche, l'angle d'approche que vous avez est quand même justement quelque chose de relativement, de peu exploré. Vous n'êtes pas 20 000 chercheurs à faire ça dans le monde, quoi. Pas encore, mais j'espère qu'on va être de plus en plus. Moi, je trouve ça tellement Eh prometteur. oui, oui, oui. Il y a un sentier dans la forêt, puis on veut plus que les gens le prennent. C'est pas juste de barrer le sentier, c'est d'en créer un nouveau. Voilà par quoi vous Voilà. devriez passer, là. Alors, je vais vous poser une question parce que je suis sûr que c'est un peu trop tôt pour la poser, mais on vit depuis un an dans une période tout à fait spéciale avec la COVID et le confinement. Les gens vivent chez eux, travaillent chez eux, etc. J'imagine que c'est une situation qui doit influencer éventuellement nos comportements alimentaires. Peut-être que je pose la question trop tôt parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la recherche, parce qu'on est encore dedans. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait des influences positives ou négatives sur nos comportements alimentaires que cette période qu'on n'a jamais vécue, effectivement?
Certainement. Puis non, vous n'êtes pas trop tôt. Il y a des chercheurs extrêmement rapides. Hein. C'est vraiment impressionnant à quel point ils peuvent Ah développer oui, des recherches rapidement là-dessus. ils sont aussi bons que les recherches sur le vaccin, au fond. Oui, c'est Aussi ça. rapides. Ben, il y a Oui, eu, entre autres, beaucoup de programmes de subvention pour des projets en lien avec la COVID. Fait que c'est sûr que oui. ça a pu aider là, des chercheurs C'est ça. à Alors, développer. est-ce Là. qu'on peut imaginer quand même, bon, de façon globale, quel type d'influence ça pourrait avoir, ou les questions que les chercheurs doivent se poser ou vont se poser sur relation entre confinement et comportement alimentaire ou habitudes alimentaires? Oui, et les résultats sont à la fois encourageants et décourageants. Il y a eu du positif puis il y a eu du négatif. Mettons que je commence par les bonnes nouvelles. Il y a certainement beaucoup de gens qui se sont mis à cuisiner. Hein. Oui, À certaines périodes du confinement, les gens avaient plus de temps. Alors, on a même vu là, des pénuries de farine là, dans oui. les épiceries. Là. Les gens se sont mis à faire leur pain et tout ça. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle parce qu'on le sait que de cuisiner, manger maison, c'est C'est associé à extraordinaire, oui. ben oui, une consommation alimentaire, là, une valeur de l'alimentation de plus grande qualité. Fait que ça, c'est certainement un avantage. Les gens se sont mis à davantage jardiner aussi, hein, donc avoir leurs propres légumes, leurs propres fruits, quelque Il y chose avait de... une pénurie de plants de tomates, oui. Ah oui, ça, je sais pas. Et aussi une pénurie de poules pondeuses. Les gens voulaient avoir des poules et tout. En tout cas, bref. Ouais. Oui, Donc ça, c'est... il y a à se demander s'il n'y a pas une question de vouloir être autonome, hein, Oui, autosuffisant dans une période stressante, d'incertitude. On peut se dire, ben, au moins, si j'arrive à moi-même suffire à ma famille, nourrir ma famille en cuisinant et en ayant mes œufs et mes légumes. c'est Fait que, ça. bon, certainement qu'il y a Ça, c'est les ça. bonnes nouvelles. Oui. Une autre bonne nouvelle, c'est que le confinement ne semble pas avoir affecté négativement la qualité de l'alimentation. Il y a une étude qui Oui, a été faite par des collègues chercheurs à l'Université Laval. Il semble même qu'il y a une petite augmentation de la qualité de l'alimentation des gens. Donc, les gens se sont mis à oui. manger un petit peu mieux. C'est pas une augmentation là, énorme, mais quand même, c'est contraire à ce qu'on pourrait penser. Les gens, au début, disaient on va se mettre à prendre du poids, tout le monde, on est à la maison, le garde-manger est à côté, c'est dangereux, tout ça. Mhm. Mais bon, en termes de qualité de l'alimentation, là, il semblerait même qu'il y ait eu une petite augmentation, mais faut être prudent. Là. Il n'y a pas eu de catastrophe, en tout cas. Mhm. Ben, faut être prudent parce que Oui, ben, c'est sûr que ça dépend des tranches de la population là, qu'on étudie et tout ça. Par contre, c'est ça, oui. Du côté des mauvaises nouvelles, les troubles des conduites alimentaires, troubles du comportement alimentaire ont été là, exacerbés là, par le confinement. Là. On est dans une période de stress, d'incertitude où on n'a pas accès à nos outils habituels hein, pour gérer le stress. Fait que c'est mhm. venu amplifier des problématiques alimentaires chez des gens, puis même des gens qui n'avaient jamais eu de troubles alimentaires, là, qui en ont développé. Euh, ça s'explique de toutes sortes de façons, mais entre autres, le soutien social qui était vraiment moins présent. Hein. On a toutes sortes d'outils dans la vie pour faire face à nos émotions négatives puis au stress qu'on vit. Puis oui, la nourriture peut en être un, puis Oui, c'est sûr. j'ai le goût de dire, là, manger ses émotions, là, c'est normal, là, ça arrive à tout le monde. Là. Je me sens pas bien, je me tourne vers la nourriture, temporairement, ça me fait oublier mes problèmes, je me sens un petit peu mieux. C'est bien normal, ça arrive à tous. C'est si ça devient une stratégie récurrente, si ça devient ma seule façon de faire face à mes émotions négatives, c'est là où on est sur une pente Exactement. glissante. Mhm. Donc, Exactement. ça, c'est une des mauvaises nouvelles. Puis l'insécurité alimentaire, hein, il y a plusieurs Oui. foyers qui se sont trouvés là, en situation d'insécurité alimentaire. Donc, c'est un peu ça le topo, là, c'est un peu ça les résultats qui sont Autour de, sortis. c'est ça, c'est ça. Mm. Alors, je rappelle, chers auditeurs, que vous assistez, auditeurs et spectateurs, vous assistez à la conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec avec Noémie Carbonneau, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, prix de la relève de l'Université du Québec. Vous pouvez lui poser des questions par votre application questions-réponses. On va y dire dans quelques secondes. Une petite question simplement avant de passer justement aux questions du public. Noémie Carbonneau. Donc, vous travaillez sur cette définition des déterminants psychosociaux du comportement alimentaire. Il y a certainement, vous avez déjà des réponses, mais il y a certainement encore beaucoup de questions de recherche qui se posent parce que sinon vous seriez au chômage demain matin. 2 ou 3 exemples de ce qui stimule
vos recherches, de ce qui va stimuler vos recherches dans les années qui viennent. 2 ou 3 exemples de pistes là, sur lesquelles vous êtes actuellement pour les années qui viennent. Ben, j'en ai parlé un peu, davantage travailler pour outiller les parents. Quelle stratégie je peux mettre en place pour aider mes enfants à avoir une meilleure relation avec la nourriture? Et ça, je conduis beaucoup d'études par questionnaire, hein. On va sonder les individus, on va aller compléter des échelles de mesure, puis après ça, on fait des liens là, entre les variables. Moi, ce qui me stimulerait le plus dans les prochaines années, c'est de faire venir des participants en laboratoire. C'est d'offrir de la nourriture là, dans mon labo, puis de faire venir des familles, les parents avec leurs enfants pour pouvoir vraiment voir Comment ils se comment se passent comportent, les ouais. interactions, pouvoir les filmer, pour pouvoir aller décortiquer ça dans des situations plus contrôlées. OK, fait que là, si j'apporte un plateau de gâteaux, puis de chocolat, puis de Des bonbons, brocolis à côté. brocoli, puis là, ils n'ont pas le choix entre les deux. Quel genre de message les parents envoient, tu sais? Est-ce qu'ils vont dire hey, « c'est pas bon pour toi, ça va te faire engraisser » ou ils vont dire « oh, c'est vrai que ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce que tu en penses? On pourrait peut-être en choisir un parmi les 10 et le Il va déguster. » falloir qu'on arrête parce qu'on va se faire poursuivre par l'association des producteurs de brocolis pour médisance. Alors, Noémie Carbonneau, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est le temps de passer aux questions de l'auditoire. J'imagine, je vais demander si on a des questions qui arrivent. J'essaie de les voir sur l'écran peut-être. Est-ce qu'on peut voir des questions? Est-ce qu'il y a des questions de l'auditoire? Je demande à mes hôtes. Oui, on a une question qui vient de rentrer sur la droite. En fait, dans le panel de discussion, je vous inviterai à poser vos questions dans questions et réponses si c'est possible. Donc, je ne sais pas, Yannick, si tu vois la question à ce moment-ci. Une question de Céline Poncelin de Raucourt de l'Université du Québec. Quel serait en ce moment votre rêve de chercheuse, le projet phare que vous voudriez pouvoir mener ou la collaboration que vous voudriez établir avec d'autres chercheuses ou chercheurs ou toute autre raison de rêver? C'est une question assez large, hein? Madame Carbonneau. Oui, c'est une belle question. Certainement, j'aimerais mieux étudier les 4 dyades, hein. J'ai parlé tantôt, j'ai travaillé beaucoup sur la dyade mère-fille, mais j'aimerais vraiment aller voir plus ce qui se passe en matière d'influence alimentaire dans les 4 types de dyades. Donc, père-fils, père-fille, mère-fils, mère-fille. Aller voir si les stratégies employées par les pères et les mères sont différentes et si elles sont différentes en fonction de si elles agissent avec un garçon ou avec une fille. Donc, c'est sûr, ça nous prendrait des cohortes importantes. Il faudrait recruter vraiment beaucoup de participants. Mais ça serait tellement riche comme données. J'aimerais aller sonder les 2 parties. Là, quand je dis dyade, c'est parce que je veux des données sur les parents, puis je veux des données sur les enfants. Puis comme je le disais, s'il y avait moyen de les faire venir en laboratoire, là, ce serait oui, bingo là, pour la chercheuse que je suis. En termes de collaboration, je vois pas une collaboration rêvée parce que j'ai une tendance à écrire aux chercheurs que j'admire puis à essayer de créer constamment des collaborations avec eux. Fait que quand je lis un article, je dis « Ah, wow! C'est donc bien génial ce que cette personne l'a fait. Où est-ce qu'elle habite? » Tout ça. Ça m'est arrivé très souvent d'écrire « Bonjour, je veux juste me présenter. Je suis une chercheuse. Je travaille sur tel et tel thème. » Et ça a débouché là, déjà sur quelques très belles collaborations. Donc, ça vaut la peine d'aller à la pêche parfois. Là, Mais c'est intéressant, vous dites des belles collaborations donc, en dehors de l'Université du Québec à Trois-Rivières, évidemment, j'imagine. Par exemple? Une chercheuse aux États-Unis, Dara Mosher-Eisenman, est une experte dans le domaine des pratiques parentales reliées à l'alimentation. Elle a une approche aussi très positive. Fait que quand j'ai lu ses travaux, là, j'ai vraiment vu qu'on pouvait avoir des atomes crochus. Puis depuis, on a commencé à travailler ensemble. Puis je vois ça comme le début d'une belle collaboration à long terme. Là. Bon, alors, on voit, il y a une réaction de Sylvie de Serres qui dit que vous êtes passionnée et passionnante et qui vous félicite. Voilà, Sylvie de Serres, merci beaucoup. Est-ce que de la part de l'hôte de la téléconférence, nous avons d'autres questions? J'en vois pas qui arrivent. Oui, tu les vois en bas de l'écran à ce moment-ci. En bas dans de l'écran. les questions et réponses. D'accord. Donc, la première question, comment aider un enfant à reconnaître son sentiment de satiété?
C'est sans ça, lui exactement. transmettre l'idée de Donc, la restriction alimentaire. spectateur anonyme, une question, comment aider un enfant à reconnaître son sentiment de satiété sans lui transmettre l'idée de restriction alimentaire? Oh, question très intéressante. À vous, Madame Carbonneau. Oui, super intéressant, en effet. C'est sûr qu'on peut lui demander est-ce que ton bedon, il y a une grande faim, il y a une petite faim ou il y a une moyenne faim aujourd'hui? Plus on avance dans le repas, si on est rendu au dessert, OK, à ce moment-ci, est-ce que ton bedon, il y a encore beaucoup faim, pas beaucoup faim? Fait que en posant des questions comme ça, c'est certain que ça aide l'enfant à se rebrancher sur les messages de son corps. Et c'est certain qu'en tant que parent, on peut s'habituer à le verbaliser, à dire ah, aujourd'hui, mon bedon, il y a pas très faim. Je pense que je prendrai pas de dessert ou je prendrai pas, je prendrai pas une deuxième toast aujourd'hui. Mon bedon me dit qu'il y en a assez pour aujourd'hui. Et c'est certain de garder, de toujours entretenir l'idée qu'il va y avoir de la nourriture plus tard. Ça, c'est pour l'instant, mais tu sais, dans 1 heure et demie ou dans 1 heure, il va y avoir une collation. Fait que si tu n'as plus faim pour l'instant, c'est correct. Il y aura de la nourriture plus tard. Donc, de rassurer sur le fait que tu ne vas pas mourir de faim, tu ne vas pas rester dans un état de faim longtemps, même si ce repas-là, tu ne manges pas beaucoup. Une autre question, bravo Noémie, donc c'est quelqu'un qui vous connaît. Est-ce que le réseau de l'Université du Québec vous permet de faire de la recherche autrement et comment? Est-ce qu'il y a des plus-values d'appartenir au réseau de l'Université du Québec? Est-ce que vous avez des collaborateurs, par exemple? Bon, il y a M. Valran à l'UQAM, avec qui j'imagine vous êtes encore en contact. Est-ce que ce réseau-là vous donne quelque chose? Oui, certainement. Puis j'ai le goût de dire qu'il y a un rassemblement là, de chercheurs qui travaillent dans le domaine de la santé là, qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est le RISUC, donc Réseau interdisciplinaire de recherche en santé, en tout cas de l'Université du Québec, parce que les constituants de l'UQ n'ont pas de département de médecine, hein, on n'a pas de département de nutrition. Fait on n'est pas toujours... c'est pas toujours à nous qu'on pense en premier pour des recherches dans le domaine de la santé, Ben oui. mais il y a des initiatives comme ça, le réseau, là, le RISUC, donc qui visent à mettre ensemble, à stimuler les collaborations de chercheurs qui travaillent sur des questions là, liées à la santé. Donc oui, je suis dans ce réseau-là et je garde absolument des liens avec mes collaborateurs de l'UQAM, avec certains UQAC. Et c'est sûr que vos recherches, c'est vraiment des recherches qui rentrent directement dans le domaine de la santé. Hein. C'est très clair. Autre question? Je suis à mi-chemin. Je suis vraiment... j'ai des questions, des variables très sciences sociales, sciences humaines, mais dans un contexte de santé. Fait que je suis vraiment à l'interface entre... Oui. Alors, une autre question, est-ce que vous connaissez des ressources d'aide en Mauricie et au centre du Québec qui interviennent auprès d'une clientèle qui éprouve un trouble du comportement alimentaire? Là, je ne sais pas si... Oui? Oui, c'est sûr, ça dévie un peu. Oui. Précisément, là, il y a l'ANEB, là, Anorexie Boulimie Québec, là, qui ont des points de service là, un petit peu partout au Québec, donc entre autres là, en Mauricie, là, certainement. À l'UQTR, on a un groupe de recherche là, spécialisé sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, je sais qu'eux travaillent plus du côté de l'intervention. Donc, le LORICOR. C'est pas votre groupe de recherche, hein, c'est ça? Oui, exact. Autre question, avez-vous des... Ah, ça c'est intéressant. Avez-vous des pistes ou des hypothèses en ce qui concerne les messages qu'on envoie aux garçons par rapport à l'alimentation? Est-ce qu'on leur impose les mêmes messages restrictifs qu'aux filles? Ça, je suis sûr que c'est dans votre domaine en plein, la question. Super intéressant. On note que les parents s'inquiètent différemment de la quantité d'aliments mangés par les garçons. Par rapport aux filles, c'est plus « je pense qu'elle a assez mangé, on devrait peut-être pas y en donner plus. » Puis les garçons, c'est « Je pense qu'il n'a pas assez mangé, on devrait vraiment y en donner plus. » Et ça semble, les données sont préliminaires, mais ça semble sortir plus du côté des pères. Les pères auraient tendance à dire « Faut que mon gars soit fort puis soit grand. » Fait que une autre portion, il n'aura jamais trop mangé. Fait que ça va plus dans ce sens-là que des messages restrictifs. Alors, une question, peut-être qu'on approche, je ne sais pas, de la fin de l'entrevue, mais une question de Francisca Bourbeau. Je ne sais pas si on peut répondre rapidement, mais quels seraient, selon vos connaissances, les déterminants psychosociaux ayant le plus d'influence sur les comportements alimentaires et l'image du corps? Est-ce qu'on peut répondre à ça rapidement?
Les déterminants familiaux, là, certainement que ça joue un rôle énorme. On en a parlé de l'influence des médias, mais à quelque part, la famille, les parents peuvent venir un peu modérer cette influence-là. Donc, si on a grandi dans un milieu bienveillant, aimant par rapport à ça, ça nous outille, ça nous arme face à tous les messages là, négatifs par rapport au corps qu'on peut recevoir après dans la société. Donc, j'aurais tendance à miser sur l'impact de la famille. C'est ça. Et on va terminer parce que je pense qu'on arrive à la fin de cette entrevue qui aurait pu durer encore, c'est formidable. Deux petites questions ou deux petits commentaires rapidement. D'abord, merci de parler positivement de l'alimentation. C'est une belle façon de se réconcilier avec ce sujet. Bravo. Donc, il y a une dernière question très pratique. Quoi faire avec un enfant qui n'a jamais faim aux heures des repas? Bon, c'est ça. Vu le peu de temps qui me reste pour répondre, je dirais de ne pas trop s'en faire et parce que c'est une phase normale par laquelle tous les enfants passent et de continuer d'offrir des repas et des collations de façon régulière. Fait qu'en ayant 3 repas, 2 ou peut-être même 3 collations, l'enfant sait qu'il pourra toujours se reprendre là, au repas suivant et le parent aussi là, sera donc rassuré que peut-être qu'il a moins mangé au repas, mais en lui servant des aliments soutenant la prochaine collation, il manquera de rien cet enfant. Et pas en lui présentant des brocolis, encore une fois. Oui, idéalement de varier, d'y aller avec des courgettes puis des champignons. Alors au moins, il y aura le choix. Bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Noémie Carbonneau. C'est donc la fin de cette deuxième conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec. Donc, je me suis entretenu avec la lauréate 2020 du prix Relève de l'Université du Québec, Noémie Carbonneau, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Madame Carbonneau, ça a été passionnant, vous avez été très généreuse. Merci à vous aussi, les auditeurs, à tous ceux qui ont posé des questions. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Au revoir, à la prochaine.